Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Njo. Léo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous sommes mercredi 21 février 2024 et aujourd'hui nous recevons en exclusivité Léos Akilimali Katembo. Il est spécialiste en économie. Mais également, il est membre de la Véranda Mutsanga, un groupe de pression de Butembo. Il nous parle, comme il est spécialiste en économie, en tout cas, il nous parle de la situation de l'Est, comment nos minerais sont en train d'être pillés par les Rwandais et qu'est-ce que nous, les Congolais, on peut faire à ce stade. Il est là, Léos Akilimali, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, je suis très heureux de venir participer à cette émission, de venir répondre à la préoccupation du jour. Dites-nous, est-ce que vous allez bien? C'est comme si vous êtes férié. Bon, la situation que nous traversons, ça ne peut que nous causer cette attitude. C'est donc normal. Il faut se moquer, il faut avoir perdu l'humanisme pour que toute la situation que nous traversons puisse refléter l'air normal sur les Congolais. Parce que nous sommes les plus perdants. Nous perdons tout, nous perdons nos proches, nous perdons nos biens. Nous perdons notre fierté d'être Congolais. Avec vous, Léos Akilimali Katembo, vous êtes membre de la Véranda Mutsanga à Butembo. En tout cas, vous suivez de très loin, de très près, cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo où il y a plusieurs milliers ou villages qui ont été qui sont contrôlés par les terroristes du M23 et même si actuellement l'armée congolaise est en train de faire face en tout cas aux terroristes aux alentours de Saké. Comment en tout cas vous analysez cette dégradation de la situation sécuritaire ici à l'est de la RDC? Bon, c'est une situation qui nous préoccupe nous tous. Ça fait bientôt plus de 2 ans depuis que l'Est de la RDC a été envahi par les terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. En fait, je voudrais d'abord préciser que la République démocratique du Congo, les Congolais doivent le savoir, tout le monde à son niveau, ce n'est pas une question de choix pour le Rwanda, c'est une question d'obligation. Parce que le Rwanda, il est confronté à un problème de territoire face à une grande population, une grande masse de la population. Et depuis l'histoire, commençant déjà à l'indépendance du Rwanda, lorsque les Hutus ils chassent les Blancs et les Tutsis au même moment, les Tutsis s'en vont, une partie entre en RDC, une autre partie entre en Tanzanie, une autre partie entre à l'Ouganda. Et les Hutus prennent le pouvoir. Lorsque les Hutus reviennent, disons lorsque les Tutsis reviennent, qui sont partis en RDC et d'autres en Ouganda, ils s'organisent en Ouganda après la prise du pouvoir par Museveni. Lorsqu'ils reviennent au Rwanda, en 1994, ils chassent les Hutus. Et pour une seconde fois, les Hutus, ils vont, parce que ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir, les Hutus, ils entrent en RDC. Et donc, vous voyez, dans toutes les crises que le Rwanda traverse, c'est soit les Hutus qui sont au pouvoir, soit les Tutsis qui sont au pouvoir. Et si c'est les Hutus qui sont au pouvoir, les Tutsis sont contraints à l'exil, ils doivent aller dans les pays limitrophes, ils doivent laisser l'espace au Rwanda, aux Hutus. Si c'est les Tutsis qui prennent le pouvoir, c'est la même chose. Les Hutus doivent quitter le Rwanda et laisser le territoire aux Tutsis. Et malheureusement, lorsqu'on essaie d'observer la situation de l'Afrique centrale, les pays les plus faibles, les pays qui n'ont pas de frontières, les pays où on entre cas au vu, on sort cas au vu, les pays où on ne sait pas identifier la population, c'est le nôtre. Et donc, c'est le seul pays où ils entrent sans beaucoup de difficultés. Parce que vous pouvez voir, au niveau de Burundi, il y a déjà des barrières. Au niveau de Tanzanie, il y a déjà des barrières. Au niveau de l'Ouganda, il y a déjà des barrières. Le seul pays qui reste sans barrière pour les Rwandais, c'est notre pays. C'est notre pays en fait. Et donc, lorsqu'ils sont chassés chez eux, ils n'ont pas d'autre choix que de venir ici chez nous. Et donc, Kagame, il passe que pour stabiliser ce pays, pour réconforter ce pouvoir de tous au Rwanda, il faut qu'il crée un territoire pour les Hutus. Parce que les Hutus, c'est une menace permanente contre lui. Et le seul espace, comme j'étais en train de le dire, c'est la RDC. C'est pourquoi il leur donne tous les moyens pour venir envahir notre pays. Ça, c'est la première chose. C'est d'abord du point de vue du Rwanda. Il faut aussi reconnaître à deuxième niveau que, à part cette volonté d'envahir le Congo pour étendre ce territoire et créer la stabilité au Rwanda, il y a aussi des matières stratégiques au Congo. La première chose, la première matière,
c'est le coltan. Parce qu'en fait, le coltan, nous, on en a assez dans notre pays, mais on ne sait pas ce que ça signifie. C'est une matière très, très stratégique pour le développement technologique, pour le progrès du monde aujourd'hui. Les coltans, ils en ont dans la fabrication du téléphone, ils en ont dans la fabrication de l'ordinateur, ils en ont dans la fabrication des avions, des bateaux, ils entrent même dans l'armement. Donc, imaginez combien ça compte. Et notre pays, et surtout l'Est, il regorge du taux à plus de 70% de cette matière stratégique au monde. Et nous qui faisons l'économie, on sait déjà aujourd'hui, à travers les théories autour de l'économie de guerre, que l'exploitation à travers la guerre est moins coûteuse que l'exploitation en situation normale. Ah bon? Donc, le Rwanda, quand il vient envahir le Congo, il y a ceux qui cherchent les matières qui sont au Congo. Ils vont donc appuyer le Rwanda dans cette conquête. Sachant que quand le Rwanda sera en train de mener sa guerre, ils seront en train d'exploiter les matières premières, ce qui se fait aujourd'hui. La deuxième chose, à part le coltan, il y a aussi la cassiterite, il y a aussi de l'or, il y a aussi du diamant, il y a aussi la forêt. Parce que aujourd'hui, le Rwanda, il vit grâce disons, au tourisme. Et le Rwanda sait déjà que si on se prend l'est du pays, voir les paysages, c'est que ça donne la beauté que l'est du pays donne. Donc, ça sera pour lui une occasion de tendre ce tourisme ici chez nous. Donc, il faut d'abord voir cette volonté de tendre le territoire du Rwanda. Il faut aussi voir les matières stratégiques. Mais au-dessus de tout, il faut savoir que le Congo, c'est une question d'obligation pour la stabilité au Rwanda. Les Rwandais n'ont pas d'autre choix que notre pays. C'est donc à nous les Congolais de voir quel mécanisme nous allons développer pour nous protéger contre cette volonté qui sera toujours permanente contre le Rwanda. Et ça ne commence pas seulement avec Kagame. Pour ceux qui ont déjà lu Honoré Nkwanda, qui fut le patron des renseignements à la période de Mobutu, il a bien précisé que lorsque, à la période de Abirman, qui était lui-même Hutu, n'étaient pas tous, ils ont élaboré une stratégie pour envahir l'Est de la RDC. Quelle était cette stratégie? C'était organiser une communauté régionale, les CPGL. Parce qu'à travers cette communauté, ils disaient bon, les populations vont chaque fois traverser les frontières sans beaucoup de contrôle. Et pour lui, c'était une occasion de déverser une grande masse de la population au Congo, à Birman. Et Mobutu ayant compris cette stratégie, il a refusé d'intégrer le CPGL. Parce que même s'il disait non, nous devons faire en sorte qu'il y ait de libre circulation de biens et de personnes, lui savait déjà que le Rwanda lui visait à déverser sa population en RDC. Il a refusé. Malheureusement, ceux qui sont venus après Mobutu, ils ont signé ces accords. Ils sont entrés. À part ça, à part ces accords, il y a aussi la question de l'arme. Donc, Kagame, quand il sait que ça ne marche pas avec les armes, disons que ça ne marche pas avec les accords, où il y a une sorte, on est en train de dénicher sa méthode à travers ces accords, il vient avec la guerre. Et il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les FDLR. Il dit non, il y a des FDLR, parce que les FDLR, ce sont les aciers Hutu qui sont entrés en RDC avec les Interahamwe. Parce que lors du génocide au Rwanda, il y avait l'armée du Rwanda qui a fui. Il y avait aussi une milice Hutu qui s'organisait contre les Tutsis qui a fui. L'armée a formé ce qu'on a appelé FDLR. Cette milice Hutu qui combattait aussi contre les Tutsis, c'est ce qui a formé les Interahamwe. Tous se sont déversés en RDC. Et ils s'organisent, disent bon, Kagame nous a chassés, nous devons aussi nous organiser pour aller les chasser un jour. Aujourd'hui, ça devient une stratégie pour lui, puisqu'il s'appuie sur ça. Bon, vous voyez, ils sont en train de s'organiser au Congo, et moi, si je ne me protège pas, à travers même le territoire du Congo, eh bien, c'est un truc qui va m'écouter cher. Il crée le subterfuge à travers cette histoire. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la première fois que Kagame entre au Congo. Il est entré d'abord sans Laurent Désiré Kabila, il est entré avec Laurent Désiré Kabila, il est entré à travers le RCD Goma, il est entré à travers le CNDP, il est entré à travers le 1-23 2013. L'idée qu'il donnait toujours, c'était nous allons combattre les génocidaires qui sont en RDC. Et on se pose la question, depuis toutes ces évasions, comment explique-t-il qu'il n'a jamais su finir une fois pour toutes avec cette histoire de FDLR? Et s'il poursuit les FDLR, pourquoi venir se décharger également aux Congolais? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Congolais qui perdent la vie de cette histoire. Et aujourd'hui, depuis la publication du rapport Mapping,
on a déjà commencé à compter, on a déjà commencé à dire depuis les 10 000 Congolais. 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais. Et aujourd'hui, d'autres comptabilités vont jusqu'à 15 millions. 15 millions juste pour finir les FDLR, 15 millions de Congolais. Et donc, ça ou 400 FDLR qui sont venus du Rwanda coûtent plus de 15 millions de Congolais. Ça ne marche pas. Donc, en revenant sur cette guerre de Kagame, en revenant sur son obligation d'envahir le Congo, c'est à nous, les Congolais, de nous protéger vis-à-vis de Kagame. Alors, comment on va se protéger, nous, les Congolais, qui nous sommes en train de mourir comme des mouches comme ça? Une autre chose que je venais d'oublier dans sa stratégie, c'est-à-dire, à part la guerre, à part les fausses justifications selon lesquelles il vient chasser il vient combattre le FDLR, Kagame, il a une autre méthode, malheureusement, que nous on ne maîtrise pas, c'est le dialogue. Pour ceux qui lisent l'histoire de sa prise du pouvoir au Rwanda, c'était la guerre et le dialogue. Et le dialogue s'est passé en Tanzanie, à Arusha. D'ailleurs, lorsque le président il est décédé, lorsqu'on a bâti son avion, il quittait le dialogue à Arusha, à Tanzanie. Où justement, la grande question c'était de discuter autour du partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Il a été abattu. Et quand il a été abattu, Kagame voyait que l'entrée était déjà facile, il est entré jusqu'au Rwanda. Et aujourd'hui, ici chez nous, outre la guerre qu'il nous impose, il dit nous devons aussi résoudre le problème pacifiquement, c'est-à-dire à travers le dialogue. La crainte pour moi, c'est que le dialogue pour le Rwanda, c'est une stratégie de guerre, à part les armes. Parce qu'ils ont les armes, ils ont aussi le dialogue. Alors, ils viennent, bon voilà, la guerre, ils nous ont imposé la guerre, et aujourd'hui, ils nous ont asphyxiés. C'est la stratégie la plus simple. Comme ça, nous irons au dialogue déjà affaibli. Et quand vous allez à un dialogue déjà affaibli, vous n'avez pas beaucoup de conditions à donner. Ils savent déjà que lorsque nous allons les affaiblir à travers la guerre, nous viendrons avec quoi? Avec le dialogue. Comme ça, à travers ce dialogue-là, ils n'auront pas donné beaucoup de conditions, ils auront à abdiquer. Ils vont admettre. Parce que nous dirons, si vous n'admettez pas ceci, cet autre-là, eh bien nous allons continuer avec la guerre. Et tellement qu'on est déjà asphyxié, la ville de Goma est déjà asphyxiée, comme vous l'avez dit à la présentation, nous n'aurons pas d'autre choix que d'accepter. Non, écoutez, M. Léocé, le président lui-même, en tout cas, est en train de déclarer que lui, il ne peut jamais dialoguer avec le roi. Alors, nous serons... notre sort sera quoi? En tout cas, c'est notre volonté, nous tous. Parce que la guerre de RC de Goma, elle est finie à travers le dialogue, en San City. C'est le dialogue qui avait commencé à Loan, je pense, avant. À Lusaka plutôt, je m'excuse. C'est le dialogue qui avait commencé à Lusaka les années 1998-1999. Le dialogue qui est fini en San City. Au passé que cette fois-ci, la guerre prend fait. Et beaucoup de Rwandais ont été intégrés dans les institutions de notre pays. Après qu'elles se sont senties épélésées, encore, ils ont commencé la nouvelle guerre. Le CNDP. Le CNDP, il commence à Bukavu, avec Gilles Moutebiche, qui était déjà nommé commandant des opérations à Bukavu, dans notre armée. Vous imaginez ce que ça signifie? Il commence la guerre. Qu'on avait continué la guerre au Nord Kivu, en 2009, ils signent d'autres accords. Ou encore, il faut admettre que tout ce qu'ils ont comme réclamation, on leur donne. Les réclamations, c'est quoi? Vous nous chassez, nous les tous. Vous nous chassez, nous les Rwandais. Partagez-nous le pouvoir de votre pays. Un autre dialogue, c'était en 2013. Parce qu'ils ont encore recommencé vers 2012. Et en 2013, ils sont tombés sur un autre accord. Même chose. On les intègre dans les institutions. D'ailleurs, c'est après le dialogue de 2009 et de 2013 qu'ils ont envahi la zone de Beni. Que la vague des migrants rwandais sont venus jusqu'à la zone de Beni où ils nous égorgent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ce dialogue va apporter à nouveau que les autres dialogues n'ont pas amené? Et nous, qui irons au dialogue pour croire que peut-être c'est pour aller finir avec la guerre, et iront au dialogue pour continuer leur guerre. Parce que quand au dialogue, ils savent déjà que non seulement nous les avons mis dans une condition, ils ont été obligés d'accepter, nous préparons déjà des guerres futures. Parce qu'ils ont déjà des tops dans nos institutions. Et vous imaginez qu'il y a déjà un général, le chef des opérations de l'armée, qui est rwandais. Et qui se dit un jour, moi je me détache de l'armée, je rentre chez nous au Rwanda. Alors qu'il était au Congo, il était congolais.
Mais à un moment, il s'est dit, bon, moi je ne suis plus congolais, je deviens rwandais. Ici, nous commençons la guerre d'évasion du Congo. Donc, c'est la même chose. Moi, je pense, c'est vrai, à un certain niveau, ça nous fatigue. Et on veut que ça finisse. Mais, on veut que ça finisse une fois pour toutes. Parce qu'il faut être idiot pour procéder à la même méthode et espérer que le résultat sera différent. Le dialogue de 2002 n'a pas résolu le problème. Le dialogue de 2009 n'a pas résolu le problème. Même 2013. Le dialogue de 2013 n'a pas résolu le problème. Jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que le dialogue d'aujourd'hui va résoudre le problème? Et je l'avais déjà souligné, le concours, c'est une obligation pour le Rwanda. Donc, c'est à nous les Congolais de nous protéger vis-à-vis de ces Rwandais-là. Alors, comment on va se protéger? Alors, la première chose que le président allait faire, c'est d'abord nettoyer nos institutions. On l'a même écouté. Bon, les procès ne sont pas encore organisés, mais est-il que les chefs de renseignement qu'on a arrêtés récemment au Rwanda, ils collaboraient avec le M23. Ça, c'est ce que le public est en train de dire. C'est vrai, nous attendons que ça soit confirmé par la justice. Mais si c'était déjà vrai, vous imaginez ce que ça signifie. Chef de renseignement de la province qui communique directement avec l'ennemi. Vous voyez le danger. Et donc, la première chose, c'est d'abord de nous débarrasser de toutes ces tops-là rwandais, disons, de ces infiltrés-là rwandais qui sont déjà dans nos institutions. Qu'on nous a débarrassé. C'est la première chose, c'est-à-dire nettoyer les services à tous les niveaux. Parce qu'ils ne sont pas seulement dans l'armée. Il faut lire l'accord qui circule, qu'ils ont signé en 2013 avec le M23. Ils n'ont pas seulement intégré l'armée, ils ont aussi intégré d'autres instances du pays, le gouvernement, le ministère, la province, les députés et partout. Donc, qu'on fasse le nettoyage partout là-bas. Mais ça, c'est la première chose. Ça va prendre beaucoup de temps, le nettoyage là. Papa. Donc, la guerre, quand vous entrez à guerre, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps. Et chercher à résoudre le problème en un seul jour, c'est ce qui nous cause plus de problèmes qu'on ne sait pas maîtriser dans le futur. Donc, on doit admettre que ça prendra du temps. Mais c'est le prix à payer pour que nous puissions avoir la paix. Si on veut que ça se résolve à 2 jours, 3 jours, ou si on veut qu'il y ait une sorte d'accalmie, on va aller au dialogue. Mais ça va nous rattraper encore un jour. Et ça sera encore difficile. Et donc, que pour procéder à une méthode qui va aggraver les choses dans le futur, c'est mieux de prendre une méthode qui est, c'est vrai, coûteuse, qui est, c'est vrai, longue, mais qui va résoudre le problème une fois pour toutes. C'est donc ça la première chose. Qu'on fasse le nettoyage. Deuxièmement, qu'on fasse des formations, ou qu'on fasse, disons, une sorte de recyclage dans nos institutions du pays. Par exemple, l'armée, il faut qu'elle soit complètement réformée. Je salue la mobilisation des jeunes Ouazalendou. Je salue la mobilisation de ces patriotes-là. Mais malheureusement, c'est une mobilisation qui est là, mais qui n'est pas encadrée. Parce que vous avez même vu une vidéo, à un moment donné, les Ouazalendou se sont dit, bon voilà, nous on s'est mobilisés pour venir combattre l'ennemi, mais on ne trouve même pas à manger. C'est ça le problème aussi. C'est aussi ça le problème. Donc, il faut qu'il y ait des réformes à tous ces niveaux-là. Cette mobilisation, qu'on soit capable de l'encadrer. La deuxième chose, qu'on se définisse quand même notre politique de défense. Nous avons 9 pays limitrophes. C'est 9 amis possibles, c'est aussi 9 ennemis possibles. S'ils sont amis, comment nous allons nous comporter vis-à-vis de ces gens? S'ils sont ennemis, s'ils deviennent des ennemis plutôt, comment nous allons nous comporter vis-à-vis de ces mêmes pays? Et nous rentrons dans les cas où ils deviennent nos ennemis, comme le cas du Rwanda. On doit avoir une politique propre à nous. À Congo, on se dit, bon, toutes les fois qu'ils vont se transformer en ennemis, voici comment nous devons nous comporter. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les choses sont gérées aux urgences. On apprend qu'il y a la guerre en Équateur, on envoie les militaires là-bas. On apprend qu'il y a la guerre au Katanga, on envoie les militaires là-bas. On apprend que c'est au Pamouf, on envoie les militaires là-bas. Et dans l'entretemps, ceux qui étaient à Goma, on les dégarnit, on les envoie là-bas. Et quand on apprend encore que ça chauffe au niveau de Goma, on les enlève là-bas, on les ramène ici. Donc, on n'a aucune politique de défense de notre pays vis-à-vis de ces pays limitrophes qui nous encadrent et qui peuvent à tout moment se transformer en nos ennemis. La deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup de matières premières. Parce que le Congo, c'est vraiment un réservoir de toutes les matières stratégiques actuelles pour le développement du monde. Ça devient une menace pour nous. À part le fait que nous avons 9 pays qui peuvent se transformer à un moment en ennemis ou en amis, nous avons aussi beaucoup de richesses qui convoitent le développement technologique aujourd'hui du monde.
On a de faire la transition écologique. On se dit, bon, voilà, l'essence est en train de beaucoup polluer le monde. Il faut commencer à utiliser les batteries. Nous avons le cobalt. Et nous avons, est-il que beaucoup, disons, plus de 80% des réserves mondiales. Donc, ça attire la curiosité du monde. Et j'avais déjà souligné que l'exploitation pendant la guerre, elle est moins coûteuse que l'exploitation à situation normale. Donc, les gens ils voient, bon, il y a déjà le Rwanda qui est en train d'agresser le pays, la RDC. Et si nous, on appuie le Rwanda, à contrepartie de l'échange de ces matières-là, ça va nous être très, très bénéfique. Ils en profitent, ils viennent, ils exploitent. Et vous allez voir les endroits où les M23 sont plantés, leur position, ce sont des endroits où il y a beaucoup de matières premières. Sont en train d'exploiter. Parce que le commerce de minerais, il évolue, même s'il y a la guerre, le commerce de minerais évolue. Et donc, ça constitue une menace. Donc, dans le deuxième aspect de notre politique de défense, c'est aussi voir comment nous allons nous protéger vis-à-vis de ces matières qui constituent un danger pour le pays. Le troisième problème, c'est que la majorité de la population du Congo, elle est jeune. Étant jeune, si les jeunes ne sont pas encadrés, c'est un problème pour le pays qui peut éclater à tout moment. Et donc, pour que ces jeunes ne puissent pas s'enrôler dans les mouvements des rebelles, ne puissent même pas aller jusqu'à s'enrôler aux côtés du Rwanda, comment nous allons les encadrer? Parce qu'une fois qu'ils ne sont pas encadrés, c'est un danger pour le pays. La troisième chose, nous avons un pays grand, un grand territoire. Comment nous allons nous protéger vis-à-vis de la grandeur de notre pays? C'est le deuxième pays le plus grand en Afrique, après l'Algérie. Parce que le Soudan il est déjà divisé. Par rapport à cette grandeur du pays, nous devons avoir une politique qui va nous protéger vis-à-vis de cette grandeur. Par rapport même aux infiltrés, j'y reviens, parce que c'est un problème sérieux dans notre pays. Comment nous allons nous comporter? C'est le ministre de la Défense qui doit développer cette stratégie. Qu'on ne puisse pas gérer, quand le pays ne se gère pas aux urgences. Ailleurs, ce n'est pas ça. Ailleurs, ils ont du plat. Ils savent qu'après 5 ans, nous serons à ce niveau. Après 10 ans, nous serons à ce niveau. Après, c'est pas 15, 20 ans, nous serons à ce niveau. Mais ici, chez nous, on ne sait même pas si on va où. On apprend que dans le conseil des ministres, ils discutent juste les questions d'actualité. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont amener le pays. Il suffit qu'on dise, bon, voilà, les M23, ils ont pris sac. Et on organise le conseil des ministres. Et tu sais, l'être humain est tel que, plus l'événement persiste, plus il développe une sorte d'adaptation à cet événement-là. Le premier jour, quand on a pris Bonagana, c'était la mobilisation partout au Congo. Mais plus les jours sont passés, plus les Congolais ont tendance à aujourd'hui, c'est ça. C'est tombé. C'est une vaste partie du territoire qui est déjà sous le contrôle de l'ennemi. Et non seulement, il faut voir de ce côté-là, nous qui habitons la zone de Beni, le dialogue sur ce qui se passe à l'autre côté, c'est la guerre à Beni. Parce que le dialogue, comment ça va se passer? Les M23 sont en train de dire qu'on est en train d'exclure tous. On ne veut pas au Congo. On ne veut pas dans les institutions. Et bien dans le dialogue, si le gouvernement accepte ce point-là, ça veut dire que les tous viendront avec ces réclamations là qu'ils ont toujours tournées. Donc pour que la guerre finisse, il faut accepter soit en totalité, soit une partie de ces réclamations-là. Et accepter une partie, c'est par exemple dire que les tous doivent circuler, les Hutus doivent circuler, les Rwandais doivent circuler au pays sans beaucoup de soucis. Ils doivent intégrer les institutions. Et circuler, ça veut dire qu'on va les déverser où? Ici, dans la zone de Beni. Nous subissons déjà les conséquences du dialogue de 2013. Et imaginez sur cette conséquence-là, que nous ne savons pas déjà maîtriser aujourd'hui, on vient, on ajoute. Et donc, procéder au dialogue, c'est vrai, ça va calmer les armes, mais c'est un problème davantage que nous créons, à plus de tout ce que nous avons déjà comme problème. C'est dans ce sens que moi je me dis, je suis contre et je resterai contre le dialogue avec le Rwanda. Le pays, il est souverain. Et nous devons affirmer notre souveraineté. C'est quand même aussi inadmissible, le pays comme le Rwanda, qu'il puisse continuer à venir nous agresser. Je suis aussi désolé quand je suivais dernièrement la déclaration de la première dame. Vous savez, la première dame, c'est quand même une bouche du pays. Elle a dit, c'était à l'occasion, je pense, d'une église, d'une messe, où elle a dit, si le Rwanda prend le pays, les petits-fils viendront le récupérer. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, nous-mêmes, on ne sait pas récupérer le pays. Pourquoi léguer ce devoir aux petits-fils qui viendront? Et aujourd'hui, il faut quand même admettre qu'ils sont en train de jouir des richesses du pays pour assurer à principe la protection de ce pays-là. Et donc, s'ils sont d'accord que le pays il est parti et que ce sont les petits-fils
qui viendront les récupérer. Alors, au même moment, ils doivent abandonner tout ce qu'ils ont comme bénéfice par rapport à ce qu'ils ont comme position et qui, à contrepartie, devrait se constater dans l'assurance, la protection du pays. Deuxièmement, Oui. ils sont de contracter les dettes. Parce que si vous voyez le budget de notre pays, on me dit, j'ai lu, pour 2024, il sera financé à 30% par les institutions internationales, les institutions financières. Donc, si il faut larguer la protection du pays aux petits enfants, eh bien ces dettes-là aussi doivent être payées dans les futurs. Malheureusement, l'argent qui est en train d'être dilapidé. Et donc, après la responsabilité de protéger le pays, que nous leur larguons, aussi un panier de dettes. C'est donc compliqué. Alors, dans cette logique, le dialogue, passer au dialogue, ça ne sera que renforcer le problème. Problème de dette, problème de responsabilité, problème d'intégrer les mêmes ennemis dans nos institutions. Si on ne sait pas le maîtriser aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure qu'on saura les maîtriser demain? Léo, en tout cas, nous sommes vers la fin de notre entretien, à quelques minutes. Votre dernier mot, en tout cas, face à ce que nous sommes en train de traverser, Léo Seklimali. Je passe la première chose, les Congolais doivent savoir que le pays est menacé. Que le pays est vraiment menacé et que nous devons tous nous mobiliser, chacun à ce niveau. Ça, c'est le devoir patriotique que je lance à tous les Congolais. À deuxième niveau, nos chefs, les responsables du pays, doivent quand même savoir qu'ils ont une responsabilité de protéger ce pays. On ne mange pas facilement. J'apprends qu'un ministre reçoit c'est pas 80 000 $. Et 80 000 $, vous les recevez parce que vous devez protéger le pays. Ils doivent se rappeler de cette responsabilité vis-à-vis de ce pays. Connaît quand même l'engagement de ces jeunes-là qui sont en train de se mobiliser. Vous voyez, au Burkina, nous sommes en train d'apprécier, nous sommes en train d'applaudir le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Mais lui-même est en train de dire, même si les Européens disent que nos jeunes, nos patriotes qui se mobilisent contre le terrorisme, même si les Européens les appellent des milices, nous aussi qui sommes des patriotes, nous devons compter sur ces gens pour protéger le pays. Et là, ça se passe comment? Quand les gens se mobilisent, ils ont la formation sur le temps. La formation sur le temps, ça veut dire quoi? Ils se mobilisent et quand ils sont déjà sur les lignes de front, on profite pour les donner les formations militaires. Donc, 3 à 4 ans après, ce sont déjà des militaires bien formés. Parce qu'ils sont formés directement en guerre, ils sont formés sur les autres aspects, notamment les droits de l'homme et tout le reste que les militaires reçoivent à travers même la guerre. Et après, on pourra avoir une armée bien formée. Troisièmement, je l'avais déjà souligné, qu'on développe quand même une politique de défense du pays. Une politique de protection du pays par rapport à sa grandeur, par rapport à sa richesse, par rapport à nos voisins et par rapport à tous les étrangers qui convoitent des matières stratégiques en RDC. Merci, chers téléspectateurs. Luis Léose Katembo à Kilimali. Il est spécialiste en économie, mais également il est membre de la Véranda Mutsanka, qui est un groupe de pression ici à Butembo. En tout cas, Léos, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Jo Léo. Nous vous remercions également. Si c'est la première fois de nous suivre, chers téléspectateurs, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.